Et bonjour à tous, ici c'est Serge Kakilembe du 3xw.jctum.com et bienvenue sur mon canal YouTube éducatif et informatif, le Trading Wall Street TV. Et ici, nous sommes le samedi 25 et ici, on est à la deuxième partie du crypto rapport. La vidéo précédente, c'était la partie 1. Rappelez-vous, dans la partie 1, qu'est-ce que l'on a fait? On a vu tout ce qui concernait le Bitcoin. On a ensuite regardé tout ce qui était banque et institutions, donc tout ce que les banquiers, institutions, hedge funds, tout ça, ils sont en train de penser. Et maintenant, dans la deuxième vidéo, on va faire tout le côté global, donc on va faire un tour du monde, voir ce qui se passe au niveau des cryptos, ICOs et blockchain. Et après, on va terminer dans les altcoins. Enfin, l'avant-dernière rubrique, ça va être la rubrique des altcoins, où réellement on va vraiment s'intéresser plus spécifiquement aux forts catalyseurs et événements avec les autres cryptos, donc en dehors du Bitcoin. Et puis on va terminer par les fraudes, vu qu'il y en a eu pas mal aussi cette semaine-ci. Ok? Allez, sans plus attendre, on va commencer tout de suite, parce que comme vous voyez, on a beaucoup de choses à voir. Et on y va. Moi, je me bouge de l'écran et c'est parti. Là, on va directement là. Mais avant, j'aurais aimé tout d'abord terminer vu qu'il y avait des news qui étaient en train de que j'étais en train de recevoir pendant que j'étais en train de terminer, comment dirais-je, l'autre vidéo. Et il y a une news qui m'était arrivée ici, c'était une news qui parlait de Deutsche Bank. Là, c'est pour clôturer vraiment ce qui était au niveau banquier et institution. Vous voyez ici, c'est une news qui nous vient de Deutsche Bank. Et Deutsche Bank, le chef stratégiste, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit de oublier le Bitcoin. Et pourquoi? Donc, vous voyez que pendant qu'il se passait beaucoup de choses, on avait la Banque Centrale Européenne, ainsi de suite. Et lui, qu'est-ce qu'il dit? Donc, c'est monsieur Ulrich Stefan, qui est le chief stratégiste à la Global Banking et à Deutsche Bank. Qu'est-ce qu'il nous dit tout simplement? Il dit, bah, tout simplement, je vous dis, je ne recommande pas le Bitcoin pour donc everyday investor, donc pour l'investisseur particulier de tous les jours, même si le prix est super haut, même si on voit une grosse capitalisation de marché. Pour lui, qu'est-ce qu'il y a? Grosse fluctuation de prix, donc beaucoup trop de volatilité et, et la régulation est non existante. Donc pour lui, ces deux éléments-là font que Bitcoin, il faut laisser tomber. Donc il ne faut pas investir dessus, il ne faut pas trader dessus. Donc ça, c'était pour conclure avec ce point-là. Et maintenant, on a vu la partie globale. Bon, non, maintenant on va rentrer dans la partie globale et on va commencer directement par cet article. Réellement, je ne l'ai pas mis. Bon, il vient de. Je l'avais sur le côté et on va directement aussi le Bermuda. Et qu'est-ce qui se passe là-bas au Bermuda? Bah, dans les îles Vierges, j'ai envoyé tout ce côté-là. Là. Et qu'est-ce qui est en train de se passer là-bas? Bah, là-bas, directement, bah, vous voyez que les cryptos sont bien vus et donc on demande bah, quoi, qu'il y ait de la régulation et qu'on puisse réguler les ICOs et aussi que pour eux, les cryptos vont être un plus. Pourquoi? Parce que ça peut, selon les autorités de là-bas, bah, les cryptos vont booster l'économie. Pourquoi? Lorsque l'on voit que les ICOs, comme je l'ai dit, on a vu ça dans la première partie, qui ont soulevé plus de 3,6 milliards de dollars. Et ça, c'est vraiment énorme. Donc, pour eux, bah, ce sera encore un truc en plus. Et qu'est-ce qu'ils veulent? Bah, ils veulent vraiment exploiter ce business-là. Et donc pour eux, ça va être quoi? Bah, ça va être quelque chose. Ils veulent vraiment, ouais, comme vous le voyez ici, hein, ils veulent que les Bermudas soient vraiment un centre de business international au niveau de l'innovation. Et dans tout ce qui concerne, rappelez-vous ici les DLT, donc les Distributed Ledger Technologies, et dans tout ça avec les tokens et tout ce qui peut se passer, les ICOs et ainsi de suite, ils veulent vraiment se positionner très fort. Et donc, vous voyez qu'il y a un groupe de travail ici qui est formé du Bermuda Business Development Agency, donc la BDA, qui sont vraiment là afin de pouvoir aider et réguler, vous voyez, tous les business qui viendraient travailler au niveau des ICOs, des cryptos, startups, blockchain, DLT, ainsi de suite. Donc, vous voyez que là-bas, ils y sont très favorables. OK? Donc là, maintenant, on a vu ça et maintenant, on va retourner tout au début. Vous voyez qu'on a beaucoup de choses à voir. Et maintenant, on va réellement aller on va continuer en entrer en matière ou tout ce qui est global. Donc global, qu'est-ce qu'il y a ici? Cet article nous parle de quoi? Ça nous parle des 6 pays où le Bitcoin est très apprécié. Donc ils sont très amicaux et très favorables réellement à ce que l'on voit au niveau du Bitcoin. Et là, on a pas mal de pays comment dirais-je, qui aiment bien ça. Et donc vous voyez qu'il y a un top hein, quand même. Hein. Vous voyez, il y a pas mal d'endroits. Donc vous voyez Kansas City. Ici, Chattanooga, Singapour, Bucarest, Jeju Island, Séoul, Hong Kong et Leeuwarden. Ça, c'est aux États, ça, c'est en Hollande exactement. Donc, vous voyez que c'est pas mal. Vous voyez que pendant qu'il y a pas mal de personnes qui sont là et qui n'aiment pas cela, bah, il y a des endroits où ça se passe bien. Et bien sûr, il y a pas mal d'endroits. Hein. Donc, vous voyez qu'elle a une bonne liste ici. Portsmouth dans le New Hampshire. On a Amsterdam.
On a quoi encore? On a Douglas dans l'île du Mans. Et on a quoi encore? On a Kreuzberg, ça c'est à Berlin, donc en Allemagne. Ginza, Tokyo. Et quoi encore? Ngawa en Chine. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer. Donc vous voyez que c'est intéressant. Pendant que certaines personnes et certaines juridictions n'aiment pas le Bitcoin, donc vous voyez qu'il y a des endroits où réellement le Bitcoin se porte bien. Donc on continue notre tour du monde. Maintenant on va en Nouvelle-Zélande. Et qu'est-ce qui se passe en Nouvelle-Zélande? Ça c'est une nouvelle. Donc Future Flight Air Nouvelle-Zélande est en train d'expérimenter quoi? Un blockchain, enfin un public Ethereum blockchain. Donc qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'ils sont en train de faire ça? C'est au niveau contact, business to business. Donc vous voyez ceux qui, entre les opérateurs, ceux qui font la logistique, vous voyez port de bagages, ainsi de suite, pour pouvoir tracer, enfin traquer, parce que je suis vraiment en train de parler en anglais, en train de traquer les bagages, ouais, les bagagistes, ainsi de suite, les réservations, les offres de vol, et ainsi de suite. Donc, vous voyez, tout ce qui est vraiment au niveau de tous ces petits services qui peuvent être offerts au niveau de l'aéroport, et ben maintenant tout serait, comme ils disent ici, hein, ouais, les retails all fair, les cargos, les bagages tracking, ainsi de suite, et la sécurisation de l'information et des différents programmes, ben, tout ça serait bien plus simple au niveau du blockchain. Et ce serait vraiment, ils sont en train de regarder quoi? Ils sont en train de travailler avec un provider de services qui serait basé, donc WindTree, qui s'occupe de tout ce qui est B2B, donc business to business, donc tous ces petits business là qui travaillent au sein de l'aéroport et qui sont, comment dirais-je, en train de bosser avec la Air New Zealand, et ben, ça leur permettrait vraiment de tous être en communication, de tous travailler tous au sein de la même blockchain et donc passer de l'information bien plus rapidement. Comme ça, ben, l'expérience du passager serait meilleure, serait nettement améliorée de ce côté-là. Donc vous voyez qu'il y a vraiment une grosse utilité au niveau du public. Enfin, ici, on parle du Ethereum blockchain, donc vous voyez que c'est un gros plus. Donc ça, c'est très important. Maintenant, on bouge et on va où? On va en Suisse. Et en Suisse où? Dans le canton de Zug. Et qu'est-ce qui se passe en Zug? Bah, à Zug, qu'est-ce qui se passe maintenant? Bah, les cartes d'identité digitales vont être enregistrées directement dans l'Ethereum blockchain. Donc, vous voyez que le blockchain, encore et encore et toujours. Vous voyez maintenant quoi? À partir du moment où on a les cartes d'identité, rappelez-vous que le blockchain est là pour permettre la vérification, l'authentification d'une transaction, je peux avec les smart contracts et ainsi de suite. Donc si on fait un contrat directement, ben, à partir du moment où on a déjà toutes les identités, où tout est déjà mis directement sur le blockchain, ben, l'authentification, la vérification va être encore bien plus rapide. Donc on peut avoir des contrats, des transferts de valeur et ainsi de suite. Donc imaginez tout ce que vous voulez, tout ce que vous pouvez faire avec le blockchain, mais de manière instantanée, rapide, sécurisée. Et voilà, donc et tout validé dans l'immédiat. Et donc là, maintenant, bah, le canton de Zug en Suisse est déjà en train de commencer ici, donc son e-service par rapport à ça. Donc là, vous voyez que c'est pas mal. Donc maintenant, avoir les documents d'identité nationaux directement sur le blockchain. Et dans ce cas-ci, c'est l'Ethereum blockchain qui est utilisé. Ok, donc rappelez-vous, il y a le Bitcoin blockchain et il y a l'Ethereum blockchain. Et il y en a encore pas mal. Donc encore d'autres coins que vous voyez là qui sont réellement des coins d'utilité, donc d'application sur l'un de ces deux blockchains-là. Donc vous voyez qu'il y a énormément de choses, il y a énormément de possibilités. Donc maintenant on continue et on va où? On va dans les Émirats Arabes Unis et on va où? À Dubaï. Et qu'est-ce qu'on a à Dubaï? Ben, le Smart Dubai Office. Et là, qu'est-ce qu'il y a eu? Ben, il y a eu un gros award qui a été décerné. Pourquoi? Parce qu'il y avait des initiatives blockchain. Donc il y a beaucoup de petites cellules qui sont en train de travailler là-bas afin d'arriver à leur... ils ont une target de quoi? Bah, de faire vraiment de Dubaï une ville pour le 2020, vraiment que Dubaï soit vraiment une ville, une smart city. Et là, maintenant, il y a énormément de projets qui ont été soumis. Vous voyez, il y avait une grosse compétition. Et donc, ce qui s'est passé, c'est quoi? Bah, il y a pas mal de personnes. Enfin, c'est la Smart Dubai Office qui a vraiment été récompensée par rapport à tout ce qu'ils étaient en train de faire. Donc, vous voyez ici que le Smart Dubai Office donc à regarder la World pour le Dubai Blockchain Strategy au Smart City Expo qui a eu lieu à Barcelone et donc beating competition from two, ouais, il y avait parmi from 308 other projects from, oui, il y avait 58 pays représentés et donc les 58 pays ont proposé 308 projets et c'est le Smart Dubai Office qui a gagné. Donc vous voyez que Dubaï est en train d'avancer très fort, il y a des grandes choses qui se passent là-bas au niveau des Émirats Arabes Unis. Donc déjà vous avez vu ce qui se passait aussi avec Abu Dhabi, qu'Abu Dhabi aussi elle est régulée les ICOs et les proposer comme étant une commodité, pas une currency mais une commodité là-bas. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup d'initiatives et ils avancent très fort. Rappelez-vous aussi qu'il y a en Arabie Saoudite il y a le projet de la ville Neom qui est le projet qui est mené à bout par MBS, donc c'est le prince Mohammed bin Salman et lui réellement il est en train d'aller très fort. Et il veut aussi qu'il y ait ce type de, comment dirais, ce type d'initiative. Il a bien dit qu'il veut des futuristes, il veut des créateurs, il veut des innovateurs et il veut que sa ville, ils ont des projets pour 2030
Et il veut vraiment que cette ville-là soit la ville futuristique, la ville de l'innovation, la ville de la technologie par excellence. Donc vous allez beaucoup entendre parler du blockchain et des cryptos et beaucoup de choses de ce côté-là. Donc soyez-en sûrs, suivez-le. Ok, donc voilà, ça c'est pour ce qui se passe au Moyen-Orient et dans les pays du Golfe, notamment dans l'Émirat. Ici c'était Dubaï, l'un des 7 Émirats des Émirats Arabes Unis. Et maintenant, on continue et maintenant, on va en Inde. Et en Inde, je pense que j'avais deux news, une news ici et une news un peu de l'autre côté. Là, c'est quoi la news ici? Là, ici, voilà. Ici, on est en train de parler de la plus grosse banque d'Inde. Donc, comme vous voyez ici, c'est la State Bank of India, la SBI, qui dit que quoi? Qu'elle confirme un roll-out en décembre avec le blockchain. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle va directement implémenter ce qu'on appelle ici le Bank Chain Consortium. Donc, vous voyez ici, avec 27 banques directement comment dirais-je, dans son système interbancaire là-bas. Et c'est cette banque-là qui a commencé à faire ça. Donc, vous voyez ici, ils sont en train de parler de deux blockchain production, mais là, c'est des bêta solutions. Donc, ça va être mis à disposition comment dirais-je, à la fin du mois suivant. Et qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est quoi? Ce sont des intérêts de roulement. Vous voyez, quand les banques sont en train de se prêter de l'argent entre elles, par exemple, vous qui êtes en France, Crédit Agricole, Société Générale et encore une autre banque, eh bien, imaginez-vous le business qu'elles sont en train de faire entre elles. Eh bien, maintenant, elles vont utiliser le blockchain pour le faire. Et là, vous avez la plus grosse banque qui est en train de faire ça, enfin, la plus grosse banque indienne qui est en train de faire ça. Et donc là, c'est déjà parti. Donc, c'est une banque qui est backée par le gouvernement. Et donc là, elle y va fort. Elle voit que c'est pas rien du tout. Comme vous voyez ici, elle a 460 milliards comment dirais-je, euh, d'assets, donc d'actifs, et donc ça va être quelque chose de très 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 grand. Donc vous voyez que l'utilité, encore une fois, retenez le blockchain. Mais lorsque vous entendez blockchain, c'est le nom commun qu'on y donne, parce que c'est le nom populaire, c'est ce qui est derrière le Bitcoin, donc c'est la technologie blockchain. Mais réellement, qu'est-ce qu'un blockchain? C'est un DLT, Distributed Ledger Technology. Donc lorsque vous entendez parler de blockchain, c'est réellement le DLT. Vous voyez que on parle beaucoup du blockchain. Pourquoi? Vu que le Bitcoin est très populaire, donc le Bitcoin a son DLT, et le DLT du Bitcoin s'appelle le blockchain. Vous avez Ethereum. Ethereum aussi a son propre blockchain qui est à son propre DLT qu'on appelle le Ethereum blockchain. Donc vous voyez, comprenez-le bien. Donc vous voyez qu'il faut bien arriver à dissocier ça. Ok? Donc voilà. Donc là c'était pour là. Donc vous voyez que blockchain, donc les DLT, très très employés là-bas. Et je vais revenir rapidement parce que j'avais une news encore ici. Hop là, pas toi. J'ai une news ici encore avec qui était toujours aux côtés de l'Inde. Voilà, c'est celle-ci. Et qu'est-ce qui se passe maintenant en Inde? Ben, en Inde, qu'est-ce qui se passe maintenant? Quoi? C'est Bitcoin en Inde. Donc on revient un peu avec le Bitcoin, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ici exactement quand euh, le pays qui a fait le plus grand ban, donc qui a banni vraiment les grosses notes de banque de 100 roupies, et je crois de 100 roupies et vers le dessus. Et vu que c'est un pays dans lequel il y a beaucoup de transactions qui se passent, il y a beaucoup de marchés, beaucoup de commerce qui se passe, les billets changent énormément de main. Et ce mouvement par rapport au gouvernement et le président Moody, ce qu'il a fait, et la Banque centrale, bah, ça a fait exactement que quoi, bah, maintenant, bah, beaucoup de personnes ont commencé à regarder tout ce qui était au niveau, toutes les personnes ont commencé à regarder les cryptos. Maintenant, qu'est-ce qui est en train de se passer? Il y a la Cour suprême, vu ce qui se passe, le problème au niveau de leur monnaie, ont demandé réellement aux autorités de la Banque centrale qui viennent réellement avec un plan rapide au sujet du Bitcoin et des crypto-monnaies afin qu'ils sachent réellement qu'est-ce qui se passe. Réguler, pas réguler, comment est-ce qu'on régule ça, comment ci, comment ça. Et aussi, ils ont fait intervenir la Reserve Bank of India. Donc voilà, maintenant, c'est quelque chose d'estatal, c'est vraiment quelque chose au haut niveau, au plus haute sphère, donc la Cour suprême du pays. Et donc là, maintenant, on est en train de demander, ben, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc vous voyez que là, ça urge par là-bas. Donc on va voir maintenant ce qui va être en train de se passer. Là maintenant, on revient où on était au début et on retourne à Manhattan. Donc là, on va aux États-Unis, New York, l'île de Manhattan. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Ben maintenant, vous voyez que Manhattan est très connu. Vous voyez un peu le panorama pour tout le côté real estate, donc c'est tout ce qui est les grands bâtiments, donc ça c'est le real estate commerciaux. Donc quand on parle de real estate, comprenez qu'on ne parle pas spécialement d'immobilier particulier, mais quand on parle real estate, c'est plutôt ce que fait Monsieur Donald Trump. Donc c'est des locations pour des gros magasins, imaginez-vous des Louis Vuitton, des gros magasins comme Chanel, pour des gros magasins comme je sais pas les Sephora, vous voyez un peu tout ce genre de choses, hein. Toutes ces grosses boutiques, toutes ces grosses galeries commerciales. Lorsqu'on parle de real estate, c'est vraiment de ça dont on est en train de parler. Et maintenant, qu'est-ce qui est en train de se passer? Ben, il y a une nouvelle tendance maintenant, et c'est quoi? Ben, c'est payer en Bitcoin. Ok, à un moment donné, M. Donald Trump lui payait en lingots d'or, et maintenant, ben, la tendance maintenant, c'est quoi? Ben, c'est directement payer maintenant en quoi? Payer en Bitcoin. Donc là, voilà, c'est à Manhattan, de New York, la ville de l'immobilier par excellence, une grosse ville immobilière aussi là-bas, et maintenant, ben, voilà, les paiements se passent en Bitcoin. Il y a quelques promoteurs qui acceptent cela.
Et donc maintenant, là, on bouge, on reste aux États-Unis, on reste en Amérique du Nord, mais on va un peu plus au-dessus, on va au Québec, Québec, Canada. Et qu'est-ce qui est en train de se passer en attendant que ça puisse bouger ici? Mais bon, je vous le dis déjà, vu que je sais que c'est quoi l'article. Vous voyez que, ah bah tiens, il a décidé de venir. Qu'est-ce qui est en train de se passer ici? On voit que le Canada, encore un problème avec les ICOs, mais ce n'est pas spécialement les ICOs ici qui m'intéressent. Moi, c'est le thème énergie. Rappelez-vous, on en a parlé au début, en Chine, qu'est-ce qui était en train de se passer lorsqu'on passait, on parlait de montée du Bitcoin et montée des tendances, enfin recherche sur Google, et aussi dû à la montée du Bitcoin, l'énergie qui était utilisée, vu que ça utilise beaucoup d'énergie. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le Canada et le Québec est très bien vu. Pourquoi? Parce que le cheap power, donc l'énergie pas chère, est en train d'aider les mineurs de Bitcoin. Donc, grosse activité. Rappelez-vous, de Chine, il y avait le gros volume. La Chine a banni les ICOs, banni ci, ça. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On a vu toutes ces activités bouger en Russie, Singapour, Hong Kong, Corée du Sud, Japon et directement où maintenant, vous voyez les pays scandinaves et maintenant encore où directement ben, le Québec. Pourquoi? Ça génère beaucoup de chaleur, ça génère beaucoup d'énergie et donc le fait d'avoir beaucoup de neige dans certains endroits, ça permet de refroidir les ordinateurs, donc voilà de faire, donc ça fait du grand bien. Donc tout ce côté de cooling down, ainsi de suite. Et bien, si on va dans des pays qui n'ont peut-être pas autant de neige, mais donc l'énergie est bon marché, on va dire ça comme ça. Ils arrivent à arriver à des bons deals. Donc maintenant, vous voyez qu'au Québec, Canada, c'est en train de se passer aussi à ce niveau-là. Donc très intéressant. Donc on devrait voir beaucoup de volume par là-bas aussi. Là maintenant, on retourne, on repart en Asie et maintenant on va où? On va à Singapour. Et c'est quoi? Ben, la Banque centrale de Singapour, maintenant quoi? Elle vient d'inclure le Bitcoin. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a une régulation spécifique pour le Bitcoin et au niveau de ses services de paiement. Donc vous voyez que c'est quelque chose de très très intéressant. Donc maintenant, ben voilà, donc on peut dire que le Bitcoin est régulé. Et s'il régule au niveau, donc il y a une régulation singulière qui a été faite pour le Bitcoin. Pourquoi? Ben, pour l'inclure, comme vous voyez ici, au niveau des exchanges et aussi comme méthode de paiement. Mais bien sûr, quoi, ça va être très surveillé, oui, très surveillé, pardon. Il y a toujours des mots qui reviennent. C'est quoi? Anti-money laundering et bien sûr quoi? Financement du terrorisme. Donc, régulation, tous les exchanges vont commencer à être là sous contrôle et ainsi de suite. Donc, Know Your Customer et tous ces trucs-là. Mais vous voyez que c'est positif, ok? Et là, maintenant, comme vous voyez, qu'est-ce qu'ils ont dit ici? Only payment activities that face customers and merchants, process funds or occur transactions and pose relevant regulatory concerns will need to be licensed. Donc, vous voyez qu'il y aura les paiements qu'ils vont faire, c'est lorsqu'il y a un client avec un business directement là, ben voilà, quand il y a ce type d'activité, donc par exemple, quand vous avez payé un, je sais pas moi, vous allez au Carrefour et vous avez payé au Bitcoin, ben directement, ben, ce genre de transactions sont enregistrées comme toute transaction que vous faites lorsque vous payez avec votre carte de débit ou crédit, Visa, Mastercard, American Express, ainsi de suite. Donc vous voyez que c'est plus ou moins la même chose, mais c'est un bon pas pour ça. Pourquoi? Ben, on voit qu'il y a une régulation et c'est déjà accepté et ben voilà, donc maintenant, ben, il faut commencer à accepter ça et dans les services, proposer ça comme service et moyen de paiement. Donc Singapour continue à avancer positivement. Donc là, rappelez-vous, la semaine passée, on avait vu que Singapour avançait fortement au niveau du blockchain et des accords et ainsi de suite. Et maintenant, voilà, ils incluent cela aussi. Maintenant, on reste en Asie, mais on va un peu plus loin. On va dans une île du Pacifique et on va où? On va au Japon. Et qu'est-ce qui est en train de se passer maintenant? Bon, vous voyez ici que vous avez déjà directement les gros chiffres, 10 millions de yens. Et qu'est-ce qui se passe? Une firme IT qui s'appelle Kaika, elle rentre dans la sphère des crypto-devises, enfin des crypto-monnaies et dans les ICO business. Donc, vous voyez que ça intéresse beaucoup de personnes. Maintenant, il est en train de se passer beaucoup de choses. Et là, c'est la firme, cette grosse compagnie Kaika Incorporated qui est basée à Tokyo. Et maintenant, comme vous voyez là, elle vient commencer à s'intéresser à ça. Donc, elle va rentrer dans l'industrie des monnaies virtuelles, des monnaies, enfin des crypto-devises et tout ce qui est en train de se passer. Et maintenant, elle veut commencer à financer une de ces succursales avec 10 millions de yens pour commencer. Donc, vous voyez que, boum, ils vont rentrer là-dedans. Et vous voyez ici, ils ont même mis un PDF où ils vont commencer à parler de là. Donc, la compagnie, elle n'est pas toute nouvelle après 3 décennies déjà dans le business. Enfin, pas dans le business des cryptos, mais elle est en train de faire pas mal de choses. Et là, maintenant, elle veut commencer à développer une activité. Donc, vous voyez que il y a de plus en plus de personnes qui commencent à s'intéresser, ça commence à grandir et ça commence à réellement à être bien installé. Ok, là maintenant, on retraverse le Pacifique, on retourne au côté continental et on va où? On va en Chine. Maintenant, en Chine, qu'est-ce qui se passe en Chine?
Et en Chine, j'ai deux news à donner. Il y a première news, rappelez-vous ce que je vous disais, on a vu ça là tout de suite et dans la première vidéo, l'activité minière. Donc vous voyez que tous les mineurs de Bitcoin, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de bouger et ils sont en train de regarder d'aller ailleurs. Mais où est-ce qu'ils vont maintenant? Vous voyez, c'est ça la chose. Vu que ce qui s'était passé, rappelez-vous, avec le PBOC et ainsi de suite, donc la Public Bank of China, ban des ICOs, l'activité minière, il y avait le plus grand exchange qui était là depuis le début en Chine qui a dû fermer, et ainsi de suite. Donc on avait beaucoup de choses. Ensuite, il y avait des problèmes au niveau de l'électricité. Rappelez-vous qu'il y avait on avait commencé comment dirais-je, il y avait des problèmes au niveau des contrats, du favoritisme que certaines entreprises commençaient à donner aux mineurs, donc les contrats pour avoir des prix, donc pacter des prix d'électricité privilégiés. Donc ouais, tout ça, il y a vraiment beaucoup de problèmes. Et qu'est-ce que ça fait maintenant? Tous les mineurs chinois sont en train de chercher maison ailleurs et donc ils sont en train d'essayer de bouger et d'aller mettre leur business bien plus loin. Donc vous voyez que ici il y a un jeune mineur ici de 43 ans, donc Monsieur Cui, qui dit que voilà, que ça commence à poser pas mal de problèmes. Son activité reste rentable, mais il n'hésitera pas à bouger loin s'il le faut, s'il faut. Donc là, comme il a dit, il a déjà visité des pays comme le Vietnam, il est allé au Laos, en Thaïlande, en Russie et même aux US. Mais vous voyez que la clé, c'est quoi? Négocier des prix d'électricité avec les autorités locales et acheter déjà des sites. Pourquoi? Au cas où il devrait se faire, au cas où il devrait être là et commencer à bouger. Ok, donc là, vous voyez exactement que c'est terrible. Et là, on me dit, pour le moment, l'activité, il n'y a pas eu un total crackdown, mais vous voyez que c'est de plus en plus, il y a de plus en plus de tensions, ça devient dur. Et comme il a dit, s'il y a juste 1% de chance que cela se passe, ils sont déjà prêts à partir. Donc vous voyez que là, la chose, elle est là. Ils sont prêts à bouger. Mais d'un autre côté aussi, qu'est-ce qu'on avait? J'avais encore une autre news et elle était ici. Ça vient du Cointelegraph. Et on parlait de quoi? Que maintenant le gouvernement chinois et la Banque centrale chinoise ont fait quoi? Une injection de capital. Donc quand il y a une injection de capital, il y a beaucoup d'argent qui arrive. Mais là, c'est un deal qui va juste entre la Banque centrale et les banques commerciales. Vous voyez, c'est un rachat d'actifs. Donc la Banque centrale va mettre encore plus d'argent en circulation. Donc vous voyez ici une histoire de 810 milliards de yens, de yuan, pardon, pas de yens, mais de yuan. Donc ça fait une histoire de 130 milliards de dollars qui ont été injectés en 5 jours. Cet argent va de la Banque centrale directement à son réseau de banques, donc des money center banks, donc les grosses banques du style JP Morgan, ainsi de suite, mais vous faites l'équivalent maintenant en Chine. Et maintenant, c'est quoi? Ils vont leur vendre des actifs avec une promesse de pouvoir les racheter par ailleurs. Et maintenant, ce qui est en train de se passer là, c'est quoi? Maintenant, une fois qu'il y a tout cet argent, des gros investisseurs qui sont là, toutes ces grosses banques d'investissement qui sont là, elles pourraient, entre parenthèses, on peut dire, essayer de faire quelque chose. Là, c'est une spéculation, ça n'a pas été quelque chose qui a été réellement qui a été affirmé, mais on suppose que les investisseurs qui sont là-bas, où cet argent pourrait être prêté à des personnes qui viendraient faire du business minier ou quoi que ce soit d'autre, où il pourrait y avoir un gros potentiel qu'une grosse partie de cet argent-là aille directement rentrer où? Rentrer dans le Bitcoin. Pourquoi? Parce qu'on va voir si d'ici là, la Chine change sa politique. Et cet argent qui est là, il pourrait servir à des investisseurs et des personnes qui viendraient pour faire des activités minières et ainsi de suite. Donc on suppose que cet argent pourrait terminer dans le Bitcoin, vu que là c'est le truc du moment. Mais on n'en est pas sûr. Mais d'un autre côté, vous voyez aussi ce qui est en train de se passer par rapport à ça. Ok, donc là, maintenant, on revient là où on était. On était en Chine, on laisse tomber la Chine, maintenant on va aux Philippines. Et qu'est-ce qui se passe aux Philippines? Vous voyez ici, comme dit l'article, les Philippines, elles sont prêtes, elles sont quoi? Philippines to legalize Bitcoin as a security. Donc security, c'est quoi? C'est une action. Une action, c'est quoi? Une action, c'est une part d'équité dans une compagnie. Et lorsque vous achetez cette part, une sécurité, donc vous avez une sécurité, quoi? Vous avez sécurisé une part dans les profits, on va dire ça comme ça, de l'entreprise. Donc le fait d'être un shareholder, vous avez la sécurité comme quoi, si cette compagnie fait des bénéfices, vous avez sécuré, enfin fait des bénéfices, vous aussi vous avez sécuré votre part du gâteau. En gros, c'est une définition vraiment très basique. Maintenant, vous voyez ça, c'est quoi? Les régulateurs aux Philippines, ils ont décidé de faire des grandes choses, ils ont décidé de réguler le Bitcoin, de réguler les exchanges et de réguler encore pas mal de choses. Donc, vous voyez, ce sont les autorités maximales du pays. Vous voyez ici le Securities Exchange Commission, donc l'équivalent de l'AMF pour vous en France. Ici en Espagne, c'est la CNMV. Aux États-Unis, ce serait la SEC. En Angleterre, ce serait la FCA. Ils sont venus et comme vous voyez ici au 21 novembre, ils ont fait un bon mouvement, donc dans la bonne direction. Pourquoi? Légaliser et considérer réellement tout ce qui était au niveau, comment dirais-je,
tout ce qui était les cryptos. Donc pour eux, c'est pas quelque chose qu'il faut laisser de côté, c'est quelque chose auquel il faut s'y intéresser. Il y a des ICOs, il y a beaucoup de choses à faire et donc pour eux, c'était très important de venir et d'avoir des choses mises en place et maintenant voir exactement qu'est-ce qui est en train de se passer. Vous voyez qu'ils sont très, comme ils disent eux-mêmes ici, open mind et donc ils sont très ouverts par rapport à ça et ils voient ça d'un très bon œil. Donc il y a des choses qui sont très importantes. Et là, comme ils voient là, bah, ils vont continuer à travailler dessus, mais en gros, ça reste positif. Donc, vous voyez qu'il y a des endroits où le Bitcoin est bien accepté, et là, ça peut le faire là-bas. Maintenant, on reste toujours en Asie, et on va où? On va en Malaisie, et là, encore une fois, vous savez quoi? Malaysia Central Bank to deem cryptocurrencies exchange as reporting institutions. Donc là, la banque centrale malaisienne, to deem, donc c'est-à-dire quoi? C'est pas un point de vue négatif, c'est positif, mais comme vous voyez ici, les exchanges, donc là où les gens viennent acheter et vendre leurs cryptos, vont servir d'agence de report. Donc c'est-à-dire ça va un peu, ça va faire la police. Pourquoi? Bien sûr, pour tout le thème, vu que c'est pas encore régulé, on ne sait pas réellement ce qui est en train de se passer, mais ça va faire la police au niveau de quoi? Tout ce qui est blanchiment d'argent et financement du terrorisme. Donc vous voyez ici, comme ils le disent, hein, donc à Kuala Lumpur. Et donc c'est pour donc il y avait un sommet du contre-terrorisme, donc du financement du contre-terrorisme. Et là ouais, c'est le gouverneur de la banque centrale malaisienne, donc Monsieur Muhammad bin Ibrahim, qui disait qu'il voulait quelque chose de clair. Donc, il voulait faire comment dirais-je, émettre des points clairs pour tous les participants dans tout ce qui était dans le secteur, dans le secteur des crypto-monnaies, avec quoi il veut spécifiquement combattre money laundering, donc le blanchiment d'argent, et terrorism financing, donc le financement du terrorisme. Donc, qu'est-ce que ça va faire? Les exchanges vont devoir rapporter aux autorités toute activité qui leur semble suspecte ou illicite ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est quoi? Bah, comme ils disent, à partir du moment où ça va être fait, bah, ça va prévenir l'abus du système criminel et pour toute activité punible, enfin punissable par la loi. Et donc ça fait en sorte que tout soit stable et qu'il y ait une intégrité au sein du service financier. Donc voilà ce que la Malaisie a décidé de faire. Donc là maintenant, on continue notre tour du monde. Et maintenant, on est où là ici? Zimbabwe. Rappelez-vous ce qui s'était passé au Zimbabwe. On avait vu depuis le coup d'État les shortages, donc problème avec la monnaie locale fortement dévaluée. Là-bas, ils utilisent le dollar, mais le dollar est très dur à trouver. Donc, il y a beaucoup de demandes pour le dollar. Et le dollar, il n'y a pas beaucoup de supply, donc pas beaucoup d'offres, donc très dur à trouver. Et ce qui fait que le dollar là-bas a beaucoup de valeur. Et vu que le dollar a beaucoup de valeur, bah, directement, vu que le prix du Bitcoin est là-bas, ils le suivent en dollars. Et ben, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça fait que le Bitcoin a pratiquement le double du prix auquel on est. Donc, vous voyez que là, quand était là, c'était quoi? C'était le 21. Maintenant, on a un Bitcoin au-dessus des 8000. Donc, je pense que là-bas, ouais, c'est plus ou moins le double là-bas. Donc, voilà, on doit être proche des 16 000 maintenant. Donc, vous voyez que là, c'est un cas qui est très grave. Ça ne s'est pas arrangé. Au final, M. Mugabe a décidé, ben voilà, euh, comment dirais-je, après le coup d'État et tout ce qui s'était passé là-bas, avait décidé d'être là et de bouger. Et donc voilà exactement, bah, vous comprenez exactement ce qui est en train de se passer ici. Donc voilà exactement quoi. Au Zimbabwe, voilà ce qui est en train de se passer là-bas. Donc Bitcoin double du prix là-bas. Ok, donc voilà. Maintenant, on continue. Et maintenant, on va où? On retourne en Russie. Donc rappelez-vous, on avait vu pas mal de choses en Russie. Rappelez-vous ce que je vous avais déjà montré il y a quelques temps, président Poutine qui voulait qu'il y ait des choses qui soient faites pour 2018, ICOs régulés, l'activité minière enregistrée, régulée, statut pour les cryptos, et ainsi de suite, et tous ces trucs-là. Et maintenant, maintenant, il y a un autre ministre qui est en train de parler et qui dit que pour lui, bah, que les cryptos ne vont pas être légalement reconnus en Russie. Mais pourtant, on sait qu'il y a une grosse activité minière là-bas. Et là, c'est comme vous voyez ici euh, à la photo, donc c'est le ministre Nikiforov qui a rejeté l'idée que le Bitcoin soit légalisé. Donc lui rejette l'idée. Et lui, pour lui, c'est quelque chose qui ne va pas se faire. Et vous voyez que ça va à l'encontre de ce que... enfin, pas à l'encontre. Il faut bien suivre la chose ici parce que c'est c'est très précis. Il y a une grosse activité. La Russie a un gros plan à jouer. Beaucoup de gens vont là-bas pour aller miner. Le président Poutine veut son e-rouble. Il veut réguler les ICOs, l'activité minière. Mais maintenant, le Bitcoin, c'est un cas isolé. Donc, vous voyez, ne pas confondre Bitcoin, ICOs et tout ça. Parce qu'une ICO peut être faite avec de l'Ethereum. Une ICO peut être faite avec ce que vous voulez d'autre. Et bon, principalement, on utilise le Bitcoin parce que c'est le plus connu. Mais donc là, vous voyez, il ne faut pas perdre ça de vue. Donc là, exactement, ben, c'est ça. Donc pour lui,
Bitcoin ne va pas être reconnu, donc il y aura quelque chose d'autre qui va pouvoir, on verra ce qui va venir là. Parce que la Russie, c'est un pays qu'il faut suivre de près, c'est un pays qu'il faut suivre. Pourquoi? Dû maintenant le gros volume qu'il va avoir au niveau de tout ce qui est minier là-bas, l'énergie et ainsi de suite, et tout ce qui va se passer. Donc c'est très important. Et dans l'article souvent, vous allez comprendre pourquoi. Pourquoi? Parce que maintenant, on a des grandes personnalités, des grands multimillionnaires. Donc quand on dit multimillionnaire en espagnol, on parle de milliardaires ici. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Beaucoup de milliardaires russes sont en train d'investir dans les cryptos. Et un autre très connu, je pense que pour les amants du football, tous ceux qui connaissent M. Roman Abramovich, qui est le propriétaire du Chelsea Football Club, ben lui maintenant est rentré dans le Bitcoin, lui avec M. Alexander Frolov et Alexander Abramov et encore d'autres personnes, donc des personnes qui ont fait beaucoup d'argent dans l'énergie, pétrole, télécommunications et d'autres industries agroalimentaires et ainsi de suite, tout ça là-bas en Russie. Ben maintenant, toutes ces personnes-là, elles rentrent toutes directement dans les cryptos et bien sûr dans les ICOs, activités minières et ainsi de suite. Donc vous voyez qu'il y a énormément de choses et ils veulent vraiment commencer à investir dedans parce qu'on voit qu'il y a quelque chose qui est en train d'arriver et donc ils sont en train de faire quoi? De développer des infrastructures autour de tout ce monde crypto, donc activités minières, ICOs et ainsi de suite. Donc on va voir exactement ce que ça va faire. Donc ça, ce sont des milliardaires qui viennent, donc ils viennent avec beaucoup d'argent. Donc vous voyez pourquoi est-ce que je vous disais que ce que le ministre a dit au début, oui, non, mais il faut voir comment ça va aller. Parce que vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer en Russie et ils ne vont pas passer à côté de ça. Donc vous voyez qu'il faut toujours sous-peser tout ce que l'on voit et on verra comment ça va évoluer d'ici là. Mais sachez maintenant qu'il y a des grands milliardaires qui viennent rentrer dedans et qui dit milliardaire dit beaucoup d'argent. Donc on va voir ce qui va se passer dans les cryptos. Pas spécialement Bitcoin. Rappelez-vous qu'ils ont les Ethereum, ils ont ci, ils ont ça. Donc on verra qu'est-ce qui va se passer là-bas. OK? Donc ça, c'était pour la Russie. Maintenant, on va bien plus bas et on va en Corée du Sud. Et qu'est-ce qui se passe maintenant en Corée du Sud? Comme on dit ici, la deuxième banque, donc la deuxième banque principale du pays est en train de tester quoi? Un Bitcoin Vault and Wallet. Donc un wallet, c'est un portefeuille et un vault, ce serait un coffre-fort. Rappelez-vous qu'il y avait beaucoup de problèmes de hack. Donc de hack de quoi? Ben, de personnes qui ont été volées. Donc on verra encore tout ça dans la partie fraude. Donc hack, beaucoup de problèmes, cybersécurité, cybercriminalité, beaucoup de vols, password, tout ce que vous voulez, les logins, tout ça a été volé. Donc maintenant, il y a une banque qui va proposer un coffre-fort virtuel pour exactement tous les clients et toutes les personnes qui auraient donc des wallets et dans lesquels il y aurait bien sûr des cryptos. Et donc, eux vont proposer un service de coffre-fort. Donc ça, ce serait pas mal. C'est quelque chose de très intéressant et il faut voir ça. Et donc, comme vous voyez ici, il y a eu des attaques récentes au niveau de quel exchange, BitHump, qui est un grand site d'exchange là-bas en Corée du Sud. Donc, ouais, que là, ce serait pour les clients de BitHump aller trader et d'un autre côté savoir qu'à à la fin de la session de trade ou quand ils veulent, qu'ils peuvent déposer de manière sûre. Bon, qu'est-ce qui est sûr sur le net, enfin, qu'est-ce qui est sûr dans le cloud? Vous me direz quoi, mais bon, voilà. Donc, ça, c'est un service en plus. Donc voilà, donc là peut-être ça va être une manière dont les banques vont pouvoir rester vivantes, c'est ça, c'est d'offrir ce genre de service, donc des coffres-forts virtuels. Mais bon, voilà. Donc là, la news est là, c'est ce que c'est, on va suivre ça de très près. Surtout là-bas, ça peut être intéressant parce qu'en Corée du Sud, vous savez bien, il y a beaucoup de volume comme pour le Ripple, Litecoin, Dash, ainsi de suite. Donc ça peut être très intéressant cela. Alors maintenant, on rebouge. Et où on va encore? On retourne en Russie. Ah oui, excusez-moi. Normalement, cette news, je devais la donner avec la Russie, mais bon, je l'avais sauté rapidement. Donc revenons rapidement en Russie. Et qu'est-ce qui se passe? Il y avait eu une histoire qui était très marrante. C'est qu'il y avait un jeune entrepreneur qui avait déposé donc des ATM des distributeurs automatiques de billets. Et maintenant, pour lui, ben, c'était quoi? Ben, lui, il y avait exactement, ben, il permettait d'avoir du Bitcoin dedans. Et on s'est rendu compte après comment dirais-je, après des patrouilles se sont rendu compte que ben, ça n'appartenait ni à une banque, ni à ci, ni à ça, mais ça appartenait à un entrepreneur. Un entrepreneur, un businessman. Et maintenant, ben, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, tous les terminaux ont été jugés illégaux. Donc là, il y a eu un problème et ça a été placé dans deux magasins exactement. Et maintenant, ben, voilà, donc les autorités ont été prévenues et ce businessman avait installé, comme on voit ici, donc des ATM, donc des distributeurs automatiques dans deux magasins. Et ces magasins-là, ben, enfin, et comment dirais-je, on a rapporté ça aux autorités. Donc les terminaux, ben, ils étaient à lui. Donc ouais, il a dû faire un bon paquet si vous avez des personnes qui viennent là. Et il y a eu encore pas mal de problèmes. Donc l'histoire est assez, je dis assez marrant. Donc vous voyez qu'il y a des personnes qui ont l'esprit fort entrepreneurial et qui ont entrepris des choses qui sont pas mal. Et bon, il fallait y penser dans une localité quand même assez reculée. Et là, ben voilà ce qui s'est passé. Donc il y a toute une histoire ici, tout est bien détaillé. Et vous voyez qu'encore une fois, qu'est-ce que vous voyez? Premier mot qui arrive, Office fédéral des taxes.
directement sont venus là pour venir là et dire, bah, monsieur, possible violation pardon, de taxes, législation, bah, on va dire quoi, bah, il a fraudé, pas payé ses impôts, pas payé ses taxes. Donc toute l'histoire tourne autour de cela. Donc vous voyez que c'est pas mal, c'est intéressant. Et voilà, ça c'était encore pour la Russie. Alors maintenant, oui, on peut continuer. Et maintenant, on va où? À Hong Kong, la petite île de Hong Kong. Et qu'est-ce qui est en train de se passer? Et là, comme vous voyez ici, les Hong Kong Bitcoin Exchange, Gitcoin, Finance Banking, Lifeline, et Litecoin. Donc vous voyez qu'il y a un exchange, Gitcoin, qui est très 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 connu à Hong Kong. Et qu'est-ce qu'il avait? Et là maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? D'abord, il donnait à ses clients du Bitcoin, mais maintenant, vu la montée en force du Litecoin, maintenant il a listé aussi. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les utilisateurs vont pouvoir aussi opérer avec quoi? Avec le Litecoin aussi. Donc voilà ce qui est en train de se passer. Et là maintenant c'est quelque chose de bon. Là ici d'après ce que je lis, donc je ne m'en souvenais plus réellement. Oui, je vois ici qu'il y avait eu oui, ils avaient eu le trading qui avait été suspendu. Il y avait eu des problèmes entre pour passer du Hong Kong, enfin du dollar de Hong Kong et les transferts ont été suspendus entre le dollar de Hong Kong et donc on va dire Bitcoin dollar de Hong Kong et Bitcoin dollar. Ils avaient eu des problèmes, mais apparemment maintenant ça va du quoi. Ben, on avait, comme vous voyez ici, on avait gelé leur compte là-bas. Mais maintenant, ben, voilà, apparemment ils se sont repris et là maintenant ça va beaucoup mieux. Ils continuent à offrir toujours ces deux fiat. Et maintenant, ben, il y a encore un truc en plus qui arrive. Et ben, c'est ça. Donc, ouais, comme vous allez lire l'article, ils vont vraiment parler de tout ce qui est en train de se passer, le problème qu'il y avait eu et maintenant, ben, ce qu'ils sont en train de faire et comment ils sont en train de continuer à développer cela. Et la grande chose, c'était quoi? Ben, maintenant, Gitcoin maintenant a ajouté du support pour le Litecoin. Et maintenant, ça permet aux utilisateurs d'acheter et de vendre du Litecoin avec du Bitcoin, de l'Ethereum et des euros. Donc, vous voyez que là, ça gagne. Ils ont eu des problèmes, ils ont rebondi et ils sont revenus, ils ont continué à aller de l'avant et ça va. Donc, maintenant, Litecoin aussi est là-bas. Donc, vous voyez que ça, c'est une news en plus. Pourquoi? Ben, on verra quand vous faites vos analyses et que vous regardez, ben, vous regardez un peu où est le volume, où sont les choses qui se passent par rapport à quelle monnaie ou par rapport à quelle crypto on acquiert une autre crypto, dans ce cas-ci Litecoin, ben vous voyez qu'il y a du volume aussi qui va commencer à arriver du côté de Hong Kong. Rappelez-vous hein, que depuis tout ce qui s'est passé en Chine, boum, et ce qu'on a vu encore précédemment, l'activité minière et tous les principaux grands joueurs, on va dire, enfin grands entrepreneurs, grands businessmen, cherchent des endroits où bouger et Hong Kong, qui est en dehors de la Chine péninsulaire, enfin Chine continentale, réellement a été très plébiscité et a beaucoup de business, donc a beaucoup de volume qui se passe là-bas aussi. Maintenant, news. Là, en fait, oui. Là, je n'avais pas dit. On avait fini, on va dire, le côté euh, global. On avait fini avec la Russie. Et là, maintenant, à partir de Litecoin, donc à partir de l'article qu'on a vu, l'article précédent, là, on rentre dans les altcoins. Donc là, on va voir ce qui se passe dans les coins alternatifs. Donc, on a commencé par Litecoin, qui maintenant, on va commencer à voir, qui est sur Gatecoin à Hong Kong, il va y avoir pas mal de volume. Et maintenant, on va où? On va maintenant regarder ce qui se passe avec le Ripple. Donc, Ripple a une bonne annonce. Et Ripple, c'est une crypto qui me plaît énormément. Et vous savez pourquoi? Donc, je vous dis, j'avais fait une vidéo où je parlais de Ripple, donc là vous devez chercher dans l'archive. J'ai une playlist qui s'appelle Vision et mentale de traders investisseurs gagnants. Vous regardez dans cette playlist et vous regardez dans les différents crypto-rapports, vous allez en voir un dans lequel je dis bien où je parle du Ripple. Et là vous allez voir que le Ripple c'est quelque chose de très 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 fort. Ça c'est mon avis à moi personnel, c'est mon humble avis. Donc ce n'est pas une recommandation, mais lorsque vous voyez les fondamentaux, ce qu'il y a derrière, le business, le modèle qu'il y a, et l'avancée et les institutions qui sont déjà en train de l'utiliser, Ripple, c'est magnifique, Ripple. Ouais, Ripple, c'est une Rolls-Royce, réellement. Et donc là, c'est ça. Donc Ripple est là. Donc, il ne faut pas se laisser avoir parce que Ripple ne cotise pas à 1 dollar, que c'est pas aussi haut que le Bitcoin. Ouais, le Bitcoin, c'est maintenant, c'est tendance, c'est bien. Bitcoin avait déjà eu son temps. C'était là depuis 2008. Ouais, qu'il n'y a que maintenant que c'est fortement accepté. Mais je ne dirais pas que ça va être le prochain Ripple le prochain Bitcoin qu'on va voir Ripple dans des prix très hauts, mais Ripple va monter, va être constant. Moi, quand je parle de ça, c'est quoi? C'est qu'il y a beaucoup de business, beaucoup de compagnies, beaucoup de grosses entités qui sont en train de construire des grosses infrastructures, donc le monde, les services financiers de demain, et le Ripple en est une des pierres angulaires. Donc le Ripple est une pièce importante. Imaginez-vous une voiture et une voiture sans moteur. Bon, je ne vais pas dire que c'est le moteur. Le moteur réellement de ça, c'est quoi? Le moteur et les roues du monde financier de demain, ce sera les DLT, donc le blockchain. Mais Ripple, si vous avez je sais pas, dans un levier de vitesse, le Ripple sera une des vitesses. Ok, donc le Ripple va être une pièce importante, vous voyez, une pièce indispensable. Pensez à une pièce indispensable sur une auto.
bah, le Ripple va être une de ces pièces-là. Ripple, IOTA va être là. Rien que lorsque vous entendez le nom IOTA, IoT, c'est Internet of Things, donc l'Internet des choses. Donc cette chose-là va être là pour rester. Ces deux-là vont être là. Avec Ethereum, Ethereum Blockchain et Bitcoin ou Bitcoin Cash ou je ne sais pas quoi. Il y aura toujours un truc coin qui va être là. Mais ces deux-là, réellement, elles sont très 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 sous-évaluées. Mais comme je vous dis, elles ont des très grandes fonctions, des très bonnes caractéristiques qui leur sont propres et qui, comme je dis, vont permettre le développement des services financiers de demain. Tout ce qui est fintech va tourner autour ou va devoir implémenter. Donc il y aura une implémentation très forte de ces deux cryptos. Donc là, je parle de Ripple et de IOTA. Donc à des proportions assez importantes. Vous voyez. Donc ça, c'est quand vous voyez vraiment les fondamentaux, quand vous étudiez bien l'évaluation de la compagnie, ce qu'il y a derrière son projet et ce qu'il y a et qui est déjà en train d'utiliser, Ripple, c'est très bon. Donc pour en revenir ici, vous voyez que Ripple a rajouté l'architecte Ben Lawsky, donc qui était de BitLicense, maintenant donc, quoi, dans son board of directors. Donc là, je vous invite réellement à aller regarder sur le site web de Ripple. Et vous allez pouvoir voir exactement qui est ce monsieur, qu'est-ce qu'il faisait. Donc, vous voyez qu'il vient de quoi? Il vient de Wall Street. Donc là, c'est une personne qui sait ce qu'il fait. Donc, vous voyez que c'est des grandes, grandes, grandes personnalités là-bas. Enfin, un grand nom quand même là-bas à Wall Street. C'est une personne qui est bien connue. Et maintenant, il vient dans Ripple. Donc, imaginez-vous, pour que vous bougiez de Wall Street et que vous rentriez dans un projet comme Ripple, c'est pas n'importe quoi. Donc, quand vous devez comprendre une chose. Lorsque vous sortez de Wall Street, vous amenez avec vous votre carte d'adresse et tous les autres banquiers, hedge funds, venture capitalists, tout ce que vous voulez qui reste là. Donc tout ça, vous l'amenez avec vous. Rappelez-vous, Ripple, lorsqu'ils étaient au projet Swell à Toronto, il y avait qui? Ben Bernanke, qui était l'ancien gouverneur de la Federal Reserve avant Madame Janet Yellen. Maintenant, Madame Janet Yellen elle va arrêter, donc il y a Monsieur Powell qui va rentrer au mois de février. Donc vous voyez qu'il y a tout ce côté-là, donc ce sont des insiders, des personnes qui peuvent aller et entrer. Vous voyez, tout le monde ne peut pas aller au dernier étage de Goldman Sachs, mais eux, oui, peuvent le faire. Donc imaginez-vous la sphère d'influence qui entoure ce genre de personnes. Donc c'est très important. Et maintenant, voir ça mis dans un projet comme étant le Ripple, donc ça vous donne déjà, comment dirais-je, le ton. Donc vous voyez qu'il y a des très bonnes notes, il y a une jolie mélodie qui vient là. Donc vous voyez que c'est très doux ce qui arrive pour le Ripple. Ok, donc voilà. Donc Ripple, suivez-le, regardez-le bien. Maintenant, on revient avec une personne qui vient souvent dans mes crypto-rapports, c'est monsieur Novogratz, Mike Novogratz. Et ici, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il y a des bonnes choses qui arrivent pour l'Ethereum. Vous avez vu que l'Ethereum a fortement monté. Si vous suivez les crypto trading day, vous savez que lorsque je fais l'Ethereum, c'est le lundi. Ethereum est acheté le lundi. Je disais bien qu'Ethereum, il y avait un niveau clé, les 320, 330 pour que ça monte. Et actuellement, Ethereum est bien plus. On est aux alentours des 300. Bon, ici, on ne donne pas les prix. On est aux alentours des 300. On a dépassé les 340 qui étaient les niveaux que je regardais. Et on arrive vers les 370, 380. On va clairement, clairement vers les 400 et même au-delà des 400. Ok. Ouais, si je dis pas de bêtises, je pense même on a dépassé déjà même ces niveaux-là. Donc, vous voyez qu'il y a quelque chose de très, 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 très important, de très fort qui va arriver avec Ethereum. Et comme il dit, ben, Ethereum va aller très, très, très haut. Et on va voir des nouveaux hauts pour l'Ethereum. Ben, pourquoi? Ben, parce qu'il y a quelque chose qui est en train de rentrer très fortement. Et surtout quoi? South Korea takes over a largest Ethereum market. Donc, vous voyez, un marché très important, beaucoup de volume pour Ethereum là en Corée du Sud. Donc ça, c'est très 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 important. Donc là, je vous invite vraiment à lire et voir un peu toute l'approche et tout ce qu'il est en train de dire par rapport à ça. Ok. Donc là maintenant, ici, on revient encore ici à Ethereum. Vous voyez, Ethereum, comme je disais, qu'on s'approche fortement des 400 et on va aller au-delà des 400. Et là, c'était le 23. Ethereum rises to 380 dollars. Et quoi? Et le Bitcoin Cash aussi monte 31%. Donc avec le Bitcoin Cash et Ethereum, très 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 bon. Vous voyez, malgré, rappelez-vous, il y avait cette corrélation négative entre le Bitcoin et le Bitcoin Cash. On voyait souvent ça dans les graphiques de 1 heure. Ça a été bon pendant certains temps, mais vous voyez, les cryptos changent rapidement. Donc à un moment donné, c'était pas trop ça. Donc là, on est toujours dans le côté altcoins. Mais vous voyez que Ethereum, cette montée, elle est là. Et la montée du Bitcoin Cash, elle est là. Donc ouais, très 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 bien. Donc là, on a fini pour Ethereum. Maintenant, on va faire une section. On va beaucoup s'attarder sur tout ce qui est Bitcoin Cash. Et avec le Bitcoin Cash, on a vu le prix fortement monter. Rappelez-vous, on a eu un spike jusqu'au-dessus des 2800 dollars. Après, le prix est fortement redescendu. Et là, maintenant, et qu'est-ce qui se passe? On vous dit ici que dans les derniers mois, dans les derniers 4 mois, le Bitcoin Cash a eu beaucoup d'appréciation et a commencé à être listé dans plus en plus d'exchanges et a vraiment commencé à avoir de plus en plus de demandes. Vous voyez ici, le plus grand exchange d'Europe, Bitstamp, a décidé de commencer à lister le Bitcoin, donc offrir du trading
au Bitcoin pour ses clients. Donc là, c'est quelque chose de très, très, très grand. Et là, ici, vous avez tout, la plupart des exchanges où là, c'est déjà listé. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a aussi? Des wallets qui ont commencé à être offerts au niveau de quoi? Ben, pour le Bitcoin Cash. Donc, le Bitcoin Cash, si on voit cette montée, c'est qu'il y a une forte demande. Et donc, maintenant, on le voit listé de plus en plus. Donc là, maintenant, qu'est-ce qu'on a ici? On a le Bitcoin Cash et maintenant ça, on a sur quoi? On a le développeur leader qui dit que le Bitcoin est mort et c'est pour ça qu'il était séparé en deux. Donc il y a eu ce fork et que le fork était la meilleure chose qui pourrait arriver. Et maintenant, bah, pour lui, c'est longue vie à Bitcoin Cash. Donc là, j'ai un peu réanimé un peu le débat au sujet de lequel des deux le vrai Bitcoin? Le Bitcoin comme on le connaît, donc on va dire le Bitcoin à 8000 ou le Bitcoin Cash à 1000 et quelques, oui, il est là maintenant. Et donc là, vous voyez que là, ça revient encore. Et pour lui, ben, c'est ça. Donc vous voyez qu'il a tweeté pas mal par rapport à ces choses-là. Et donc maintenant, ben, pour lui, il y a deux coins. Et rappelez-vous aussi qu'il y avait aussi une autre personnalité très 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 connue, monsieur Roger Ver de Bitcoin.com qui est en train de fortement publiciter le Bitcoin Cash comme étant le Bitcoin. Ouais, que ce débat là est toujours là. Et c'est oui, c'est un très bon catalyseur. Et c'est à partir de là qu'on a vraiment vu la corrélation négative entre les deux. Donc lorsque le Bitcoin montait, le Bitcoin Cash descendait. C'est pas toujours évident de voir ça au niveau journalier ou au niveau hebdo, mais surtout ça se voit dans des petites unités de temps au niveau horaire lorsqu'on voit le volume. Lorsqu'on voit directement le volume haussier, le volume baissier, comment dirais-je, comment ça va dans les deux sens. Donc là, c'était des trades très parfaits durant les 2 dernières semaines ici. Et donc là, voilà, donc oui, il faut le maintenir. Je dis bien, ce n'est pas toujours le cas, mais c'est quelque chose qu'il faut suivre, donc il faut avoir le temps. Donc si bien sûr vous ne pouvez pas être là du matin au soir en train de regarder des graphiques et analyser, chercher des infos, bah, c'est pas toujours évident. Et là, il faut le voir. Et donc lorsqu'on voit ces choses-là, on en profite. Ok. Mais donc vous voyez que le débat est toujours vivant. Quel est le véritable Bitcoin? Le Bitcoin comme on le connaît, donc Bitcoin à 8000 ou Bitcoin Cash? Et encore maintenant, on a le Bitcoin Gold et bientôt le Bitcoin Diamond. Donc vous voyez qu'il y a de plus en plus de choses qui sont là. Allez, maintenant on continue. Et qu'est-ce qui se passe ici encore? Bah, il y avait eu un problème. Et c'était quoi le problème? C'était les Bitcoin Cash qui avaient été envoyés à la mauvaise adresse Segwit. Et là maintenant c'était resté bloqué. Et là maintenant bah, il y avait apparemment une manière de pouvoir les avoir. Et là vous allez voir ce qui s'était passé. Donc il y avait beaucoup de Bitcoin Cash qui avaient été envoyés à la mauvaise adresse. Donc vous voyez qu'avec tous ces forks, les gens deviennent dingues. Donc ça c'est aussi une des raisons pour lesquelles moi je préfère opérer comme j'opère maintenant et ne pas être dans XYZ Exchange parce que là c'est un truc les thèmes de sécurité, enfin vous savez déjà ce que j'en pense, je le dis souvent, je ne vais pas me répéter ici, mais bon voilà, moi je donne la news telle qu'elle est là. Des personnes ont essayé de faire les choses, n'ont pas été attentives, elles ont envoyé ça à la mauvaise adresse Segwit et leurs bitcoins ont été bloqués. Et maintenant, on va voir l'article suivant qui nous dit quoi? Que ces bitcoins cash qui avaient été bloqués ont réussi à être débloqués. Mais maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a une personne un mineur. Donc apparemment, il n'y avait qu'un mineur qui pouvait être là, venir et les débloquer. Et un mineur qui a réussi à débloquer tous ces bitcoins cash qui avaient été envoyés à la mauvaise adresse Segwit. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Bon, la personne ne s'est pas encore revendiquée. Bon, aux dernières nouvelles, ce que moi j'en sais, la personne ne s'était pas encore revendiquée. Mais ce qui se passait, c'était quoi? C'est que maintenant, lorsque ça s'était passé, qu'est-ce qu'il fallait faire? Bah, il fallait contacter le mineur en question et voir quelle était la chose, vu qu'il a récupéré le tout. Et il y avait pour plus de 600 000 dollars de Bitcoin Cash. Maintenant, bah, il faut voir exactement bah, sous quelle forme il va les remettre. Si on pense que la personne est honnête et qu'il n'y a aucun problème, elle va les remettre. Mais lorsqu'une personne fait cela, vu que si vous lisez bien l'article, il y a quand même, c'était une prouesse technique ce qu'il a fait. Et maintenant, donc ça lui a coûté de l'énergie, du temps, son matériel, ainsi de suite. Donc cette personne qui a réussi à le faire, ben, elle n'a pas fait ça pour rien. Et vu qu'elle a, elle, maintenant, tous ses Bitcoin Cash en sa possession, donc vous voyez ici, il y a 493 Bitcoin Cash pour une valeur de 610 000 dollars américains. Donc maintenant, on va voir exactement ben, qu'est-ce qu'il y a. Et maintenant, la question, comme on dit ici, c'est qui et quelle est son intention. Donc on a vu qu'il y a une personne qui a réussi à le faire. Donc maintenant, ben, est-ce qu'il va les remettre sans... Enfin, bon, on verra quelles sont ses revendications et qu'est-ce qu'il demande pour ce sauvetage-là. Donc ouais, maintenant il y a une demande de rançon ici aussi. À l'instant, je vais boire un petit coup, parce que ça fait quoi? Au moins 50 minutes que je parle. Donc voilà. Donc maintenant, continuons ici. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a? Une autre news, Bitstamp. Donc Bitstamp, vous voyez ici, c'est un grand exchange ici en Europe. Et maintenant, comme on dit ici, rappelez-vous, j'ai dit que Bitstamp maintenant avait listé le Bitcoin Cash, proposé le trading pour le Bitcoin Cash pour ses clients. Et ici, dans cet article-là, il revient sur cela et il donne exactement quoi? Ben, les raisons pour lesquelles
Il offre le trading du Bitcoin Cash, donc Bitcoin Cash face au Bitcoin, Bitcoin Cash face au dollar américain et Bitcoin Cash face à l'euro. Et donc voilà, donc là il revient exactement sur quoi, pour les raisons pour lesquelles il a commencé à offrir le trading sur le Bitcoin Cash, sur sa plateforme. Vous voyez qu'au départ, leur position n'était pas vraiment pour, n'était pas ni pour ni contre, il y avait beaucoup de choses qui étaient en train de se dire, mais à la fin, bah voilà, c'est là, bah pourquoi? Quand on a des clients, et comme il dit bien, customer demands, tout le monde, les clients est en train de demander, et si vous ne donnez pas ce que le client veut, ben les clients partent. Donc voilà. Donc en gros, ben, pour moi, c'est clair comme roche. Donc voilà. Enfin, clair comme du cristal ou c'est limpide. Donc voilà, c'est du business, c'est tout. Ok. Donc là, on a vu pas mal de altcoins, on a vu Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash. Maintenant, on va s'intéresser un peu plus au blockchain. Et qu'est-ce qui se passe avec le blockchain? Ben, blockchain. Voilà maintenant UPS, vous connaissez UPS, donc les envois et ainsi de suite et tout ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a un consortium de personnes qui travaillent dans le commerce international, dans tout ce qui est les frais et la logistique, qui maintenant pensent qu'il faut développer, qu'il faut utiliser la technologie blockchain, donc rappelez-vous les DLT, afin de pouvoir aider les problèmes au sein de l'industrie des logistiques. Mais là, il y a un gros problème qui se passe. Pourquoi? Parce que l'industrie des logistiques, il y a un cartel, on va dire ça comme ça, il y a un cartel qui contrôle le tout. Et vous voyez que ce sont ici, quand on parle de ces chiffres-là, vous voyez qu'on parle de 8 trilliards de revenus en 2015 et on dit que ce marché pourrait atteindre les 15,5 trillions en 2023. Rappelez-vous qu'un DLT, c'est open source, donc c'est quelque chose qui est là sur le blockchain, tout le monde peut le voir. Donc à partir du moment où vous voyez que c'est quoi? C'est de la décentralisation. Vous voyez que même dans ce business-là, donc le business des fret et des logistiques, si on arrive à faire ça, donc les parties ne vont plus passer, donc il n'y aura plus une partie qui va être centralisée, qui va avoir tout le pouvoir, donc dire une tierce partie qui va contrôler le tout. Comme par exemple, voilà, si moi j'ai envie d'aller acheter dans un magasin, on va dire ça Foot Locker, je sors ma carte, c'est mon compte en banque qui passe par Visa et Visa après, donc on va simplifier la chose pour aller au compte en banque du Foot Locker. Donc il y a ça. Imaginez-vous s'il y avait un DLT, moi j'arrive, je dis, ah tiens, elle me plaît cette paire de baskets, et ben c'est 2 mois au Foot Locker. Vous voyez donc de personne au business, donc de P2B, ou si ce serait moi avec Jean-Marc, eh ben c'est de P2P. Alors maintenant, imaginez-vous ce qui se passe aussi au niveau de logistique internationale. Si deux pays ou bien deux entreprises qui veulent envoyer des biens, enfin oui, des biens et des produits d'un pays à un autre, devoir passer par des entreprises qui elles sont centralisées, qui elles ont tout, et vous voyez qu'on parle de grosses sommes d'argent, 8 trilliards, et on pense que ça va doubler pour 2023. Alors vous voyez que ce cartel-là n'a pas envie de lâcher cela. Donc, qu'est-ce qui est en train de se passer? Ben, on essaye maintenant de faire en sorte que ça puisse être décentralisé et que tout le monde s'y retrouve. Parce que comme on le dit ici, selon un rapport de FBI, ils disent bien qu'il y a des fautes comptables qui sont en train de se passer chaque année et les estimations vont au-delà des 30 milliards de dollars. Donc là, ce serait terriblement grand. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ben, de blockchain in the Trucking Alliance. Donc on a qui est le blockchain aussi pour des camions et blockchain pour énormément de choses. Et donc ouais, là, ils sont en train de signer des accords, mais bien sûr, ceux qui ont le monopole ne sont pas pour. Donc, vous voyez que le blockchain, ça va loin et vous voyez ce que ça peut commencer à faire. Donc, les choses pourraient être bien plus justes. Donc, on a éliminé, comme on dit en anglais, le middleman, donc vraiment la third party, donc la troisième partie, donc la tierce personne, la partie qui va être indispensable, qui sera obsolète. Ben, elle n'a pas eu de lâcher main mise parce qu'entre parenthèses, ils font de l'argent gratos. Donc maintenant, vous comprenez un peu les positions des Jimmy Dimon et ainsi de suite et tout ça. Après, ben voilà, on n'aura pas besoin de, comme disait le président Obama, le blockchain et le Bitcoin permet à tout individu d'avoir une banque suisse dans sa poche. Donc voilà, donc vous voyez que exactement, bah, ça va loin. Donc vous pouvez être votre propre banquier, votre propre banque centrale, votre propre tout, et votre propre créditeur, débiteur. Donc vous voyez, vous pouvez faire énormément de choses, et là, bah, les banques ne seraient plus là. Ok, donc là, voilà que même dans l'industrie des fret et de la logistique, et vous voyez qu'on y est. Donc là, maintenant, on continue ici, et maintenant, on va voir quoi? NIO. Rappelez-vous, NIO, je vous avais parlé d'un bon trade aux alentours, que j'avais mis aux alentours de 29-30 dollars pour aller chercher les 35 dollars. On a vu NIO atteindre même les 38 dollars. C'était fortement monté, après ça a fortement baissé, mais on s'est maintenu au-dessus. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, le trade, il y avait eu ça a été très mal vu, c'était très mal pris par rapport à la communauté Neo et par rapport aux traders qui tradent Neo. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce qui s'était passé? Neo avait fait il y a quelque temps une annonce. Rappelez-vous, je vous dis toujours qu'il y a des grands catalystes, que les catalyseurs, c'est ça qui fait bouger les marchés. Vous devez regarder ce qui se passe au niveau de la crypto, par-ci, par-là. Et dès que vous voyez vraiment qu'il y a quelque chose de fort, vraiment, oui, il va y avoir une annonce forte, quelque chose qui va avoir un impact, une nouvelle utilité, ou qu'il y a, je sais pas, un Bill Gates ou Warren Buffett qui va venir mettre de l'argent dedans, ben là, il faut anticiper ce mouvement-là et profiter réellement de cette hausse. Oui, c'est le moment, bien sûr, de rentrer avant,
Mais moi, je parle dans mon cadre à moi en tant que trader spéculateur. Ben voilà, moi, c'est souvent ce genre de choses, surtout pour des cryptos, que je vois ça, que je vois qu'il y a beaucoup de news qui les font bouger. Vous avez vu les circuits de X avec le Bitcoin et tout le reste. Donc voilà, on y est là. Maintenant, Neo, c'est quoi? Neo, c'est l'équivalent de Ethereum, mais maintenant, c'est un Neo, enfin, c'est l'Ethereum chinois, comme on dit. Et ils avaient fait une grosse annonce au sujet de quoi? Ils étaient en train de créer le buzz. Pour dire oui, qu'il allait y avoir une annonce, c'est un truc, vous voyez, comme on dit ici, hein, la source de la frustration est venue que quoi? Après qu'il y ait des teasers, donc des tentations, donc un pump, donc ils ont vraiment généré le buzz pour dire que les promoteurs de Neo, ils étaient en train, ils allaient annoncer quelque chose de grand qui allait venir. Et maintenant, ceux-là, ils ont pris quoi? Donc les traders ont pris ça comme une initiative, enfin, comme ça les a chauffés pour acheter. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Vu cela, donc la spéculation, l'anticipation à cette news, eh ben, tout le monde est rentré à l'achat. Et qu'est-ce qu'on a vu? Vous voyez que les prix ont monté dû à la spéculation. Et maintenant, le jour où comment dirais-je, la chose devait être là, elle devait arriver, on pensait que c'était quoi? Que c'était quelque chose qui était en relation avec les ICOs en Chine. Vous voyez que tous les problèmes qu'il y a eu en Chine. Et bien, à la fin du compte, on s'est rendu compte qu'il n'y avait rien du tout. Donc, il n'y avait rien du tout, rien ne s'est passé, ni quoi que ce soit. Alors, la réaction des traders a été très mauvaise et ça a pas, ouais, c'était le 11 que ça devait arriver. Et ben, qu'est-ce qu'on a vu après? Ben, hop, ça a directement commencé à chuter et à baisser. Donc, rappelez-vous, moi, le trade que je vous disais, c'était rentré aux alentours des. Euh, non, là, ils sont même encore bien plus haut. Donc, moi, c'était bien plus bas pour rentrer et atteindre certains niveaux. Parce que là, ah non, là, ici, ils sont en train de regarder le prix en Bitcoin Neo. Moi, je regarde Neo face au dollar américain. Donc, oui, dans ces alentours-là, si je dois remettre ça comme ça, le prix était en dessous on était dans les 20 et quelques dollars et c'était arrivé à, on était vers 25-26 dollars et il y avait des bons niveaux, un bon price action pour arriver aux alentours des 29. Et lorsqu'on allait atteindre les 29 dollars, 29 dollars de 50, limite 30 dollars, c'était vraiment capitaliser et prendre 5 dollars dans l'opération, donc de 29 dollars à 35 dollars. Et Neo allait bien au-dessus des 38, voire à même sortir avec les 40 dollars. Et après, on a vu ce pullback ici. Pourquoi? Parce que la news, c'était que du vent, il n'y avait rien. Donc voilà, donc pour ceux qui ne sauraient pas c'est quoi Neo, ici vous pourrez réellement voir exactement c'est quoi. Et j'en ferai même une vidéo d'ici là, parce que là j'avais pas fait une vidéo publique ça. Là c'était un rapport, on va dire, privé. Ok, donc voilà, donc Neo, pratiquement du pump and dump, mais c'était très mal pris par rapport aux traders. Alors là maintenant on va rester dans tout ce qui est blockchain, altcoins, ainsi de suite, et ça va rentrer encore dans ce qu'on appelle la deep web, donc le dark web. Et maintenant il y a quelque chose qui était très utilisé. Ouais, des monnaies comme Zcash et Monero qui étaient très 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 utilisées dans le dark web et ainsi de suite. Mais maintenant, qu'est-ce qui est en train de se passer? Monero réellement a quelque chose de très bien, commence à gagner en popularité, commence à être très 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 utilisé et commence réellement à être bien. Vous voyez qu'il y a pas mal d'utilité qu'on lui donnait dans le dark web, mais maintenant, Monero commence à monter, commence à être accepté. Vous voyez que ce sont des monnaies qui offrent énormément de privacité. C'est Monero, Zcash, et je pense que Litecoin aussi, je crois que c'est les monnaies, si je ne me trompe pas, qui offrent vraiment le plus haut niveau de privacité, donc d'anonymat. Et donc, ouais, c'est pour ça qu'il y avait beaucoup d'utilité de cette monnaie-là dans comment dirais-je, dans le dark web. Donc l'article ici est pas mal intéressant. Ça ne parle pas spécialement que de Monero, mais ça parle encore d'autres choses. Et moi, je voulais réellement en venir à Monero. Et donc là, ça va m'amener à mon article suivant qui parle de Monero, parce que Monero, on a vu Monero atteindre des hauts max. Donc là, ici, c'est un article en espagnol, mais bon, je vous le fais rapidement. Monero atteint des prix super hauts. Pourquoi? Parce que Monero maintenant commence à être listé de plus en plus dans différents exchanges. Vous voyez, Monero est réellement en train de bien monter, comme on est en train de le dire ici. Il y a quelques heures, bon, le prix avait fortement monté. Et maintenant, cette montée était due à quoi? Ça, c'est vraiment c'est ce qui nous intéresse. Ok. Là, maintenant, la raison principale, c'est quoi? C'est que Monero a été listé sur beaucoup plus d'exchanges. Ouais, et des exchanges très importants où elle a réellement commencé à avoir beaucoup plus de volume. Donc, vous voyez, les exchanges principaux, le gros volume qu'elle avait commencé à avoir ici récemment, ça avait été, ouais, ça a été admis dans pas mal, allez, comment dirais-je, dans ces exchanges ici, comme vous le voyez là. Et vous voyez ici sur Binance et ainsi de suite. Donc, il y avait vraiment beaucoup de, comment dirais-je, a vu vraiment que quoi, euh, et beaucoup de volume en 24 heures à partir du moment où elle était listée. Et donc là, maintenant, ça commence à aller très bien. Et qu'est-ce qui se passe aussi? Monero offre quelque chose, c'est que les frais de minage sont très faibles. Et maintenant, on peut aussi la miner à travers Internet. Ce qui fait qu'en visitant une page comme celle-ci, je pense que le Conhive, ça permet quoi? Ça vous permet, par exemple, à vous, d'utiliser, enfin, de prêter, entre parenthèses, la puissance libre de votre ordinateur pour pouvoir miner du Monero.
Vous voyez, donc là, ça se passe. Donc, vous voyez, vous pouvez miner ça à partir de la web. Et donc, ça, c'est quelque chose qui a plu à pas mal de personnes et de prêter, on va dire, leur machine et leur puissance pour le minage de Monero. Et donc, ça, c'est quelque chose qui a commencé à fonctionner très bien. Et ça a pris réellement de l'ampleur. Et ben, ça a fait en sorte qu'il y ait beaucoup plus de demandes par rapport à Monero, demandes au niveau des exchanges. Et de là, ben, directement, avec beaucoup de demandes, et ben, le prix de l'offre se doit d'augmenter. Et maintenant, vous voyez qu'une de ces utilités-là, comme vous le voyez ici, ben Monero, maintenant aux États-Unis, ça a été utilisé pourquoi? Pour faire des réformes de prison. Et donc là, maintenant, il y a une monnaie qui a été utilisée, ben, c'est la Monero. Donc là, maintenant, c'est très, très, très intéressant. On voit qu'il y a pas mal de prisons qui avaient des problèmes au niveau des sanitaires, c'était insalubre, et ainsi de suite. Et une des manières qu'ils ont trouvé pour pouvoir commencer à faire ça, ben, vous voyez, c'était quoi? C'était miner des crypto-monnaies. Et une des crypto-monnaies qui a été utilisée, c'était Monero. Et vous voyez ici, vous avez la co-créatrice de Bailblock qui a créé ça. Elle explique exactement ben, comment est-ce qu'elle a pu le faire. Et une des cryptos qui avait été utilisée, ben, c'était Monero. Donc vous voyez, c'était une belle initiative. Donc vous voyez qu'une demande pour le Monero, une fonction, une utilité, et donc là, ça a été fait là, vous voyez. Et donc ça, c'est vraiment pas mal. Et là, ils ont commencé le projet, et ça fait quoi? Ben, ça a permis de restaurer, ben, comme vous le voyez ici, ben, une prison du Bronx. Vous voyez, comme on dit ici, la puissance extra de votre ordinateur ben, peut être utilisée pour miner cela. Et donc, il y a pas mal d'applications comme ça. Et là, c'était l'application qui avait été utilisée sur CoinHive, par exemple, pour Monero. Et donc, vous voyez ici, vous avez Monero à l'écran. Donc, vous avez vu exactement, bah ouais, on a lu un article et directement, on a trouvé un cas et le cas, il était là. Donc, vous voyez, demande pour Monero, très peu de puissance, une utilité. Et voilà, le truc est là, il est fait. OK? Donc là, maintenant, on continue. Et maintenant, quoi? Là maintenant, on retourne ici. EU, c'est quoi? C'est l'Union européenne. Et l'Union européenne est en train d'utiliser quoi? Des solutions blockchain pour les odomètres. Et qu'est-ce que les odomètres? C'est les kilométrages pour les voitures. Pourquoi? Parce qu'on a vu qu'il y avait énormément de fraude et il y a beaucoup de fraude sur la vente le marché des véhicules de seconde main est un marché dans lequel il y a plus de 40% de fraude ici en Europe. Et là, les consommateurs sont très 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 méfiants ici en Europe et dû à ce problème-là, falsification des odomètres, donc des compteurs kilométriques. Qu'est-ce qui se passe? Alors maintenant, on dirait que la solution, ce serait quoi? Dès qu'un véhicule est enregistré, enfin acheté, qu'il soit enregistré directement dans le blockchain, afin que l'information soit vue, que l'information dans le blockchain, vous savez bien, donc dans la cloud, cette information-là va être authentifiée, vérifiée et ainsi de suite, ce qui fait que même si ce véhicule est revendu, on va dire 15 ans plus tard, on ne va pas pouvoir falsifier l'odomètre, donc le compteur kilométrique. Pourquoi? Parce que l'information a dû être vérifiée dès la mise en circulation du véhicule, sa première mise en circulation. Donc vous voyez que là, le concessionnaire pourrait intervenir et ainsi de suite. Il pourrait avoir pas mal de smart contracts, mais dès que ce véhicule avec son numéro et ainsi de suite est déjà enregistré, ben voilà, on va pouvoir calculer très calmement, comment dirais-je, les kilométrages que le véhicule aurait fait, parce qu'ils essayent d'implémenter un système qui va permettre de compter les kilométrages et que tout soit enregistré directement au blockchain. Donc c'est-à-dire que les voitures, maintenant, vous voyez qu'on a des voitures électriques, avec un chip, on peut le faire. Donc vous voyez que là, il y a des solutions qui sont là, donc je vous invite vraiment à pouvoir le lire. Et vous allez voir tout ce qu'on est en train de raconter là. Vous voyez qu'ils veulent commencer à mettre quoi? Downloading un GPS, système data, à partir du véhicule. Pourquoi? Afin de sécuriser le logbook et que tout soit digitalisé et directement envoyé au blockchain. Comme ça, c'est fini les problèmes de falsification de kilométrage des voitures. Projet très 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 intéressant. Pour tous ceux qui ont acheté des voitures, on a déjà tous eu affaire à ça. Et ben donc voilà. Ok? Donc là maintenant une autre vidéo et maintenant cette vidéo est très intéressante. Pourquoi? Ambient AG. Ambient AG c'est quoi? C'est une entreprise qui se dédie pardon, au minage des cryptos et maintenant elle offre quelque chose de pas mal. Là elle est listée à la bourse allemande et maintenant qu'est-ce qu'elles offrent exactement? C'est quoi? Ben, elles offrent des solutions mobiles de minage. Donc oui, ça mine, vous pouvez miner directement à partir des containers, ou les containers cargo que vous avez là. Et les containers, ben, ils sont directement équipés avec des stations de minage, donc des racks, des rigs, des rigs plutôt de minage. Et maintenant, qu'est-ce qui se fait? Ben, imaginez-vous, on vous vend la solution toute faite. Et maintenant, si vous dites, bah, tiens, ben, moi, j'aimerais aller miner, voilà, je l'ai acheté en Suisse et j'aimerais aller miner au Québec. Ben, vous n'avez qu'à le mettre dans votre bateau, dans votre fret, et boum, et c'est parti. Logistique, et ça arrive là-bas où vous voulez. Oh, j'ai envie d'aller miner en Russie, ben, boum, ça part. Donc, vous voyez que c'est quoi? Ça vous permet d'être mobile afin d'aller là où l'électricité serait bon marché. Et donc là, vous voyez, ça ressemble à ça, la station. Donc la station, elle est comme ça. Vous voyez à l'intérieur, vous avez tous les rigs. Et voilà, et là, vous pouvez miner avec tout ce qu'il y a là pour le refroidissement, ainsi de suite. Donc là, c'est le CEO lui-même qui est en train d'en parler. Donc c'est très, très, très intéressant. Donc je vous invite vraiment à pouvoir regarder cela. J'ai trouvé ça super intéressant, cette chose-là. C'est un de mes clients qui m'avait envoyé ça. Et j'étais super, super
comment dirais-je, c'était pas mal quand je me suis dit, ah bah tiens, il y a de l'innovation, vous voyez que c'est intéressant ce genre de choses aussi. Et voilà, ce sont des compagnies qui sont listées en bourse. Vous voyez que l'exposition aussi, bon là, bon, je rentre un peu dans d'autres termes. Euh, Vous pouvez toujours aussi avoir une exposition, pas uniquement que sur les cryptos. Vous voyez comme va faire le hedge fund manager, Monsieur Novogratz, Mike Novogratz, qui lui, avec son fonds de 500 millions de dollars, va investir dans les cryptos. Il va avoir un portefeuille de cryptos, des ICOs et des compagnies qui sont comment dirais-je, dans le blockchain. Donc, ils vont développer des applications et travailler dans la technologie blockchain. Vous voyez, comme des compagnies, vous voyez que toutes les cartes graphiques qu'il faut pour miner, c'est la compagnie Nvidia. Et je l'avais déjà montré dans un des crypto-rapports en faisant le rapport entre le Bitcoin, donc la montée du Bitcoin et la montée d'Nvidia. Et encore d'autres compagnies comme AMD et ainsi de suite. Vous voyez, il y a pas mal de choses dans lesquelles on peut investir et, comment dirais-je, pour se diversifier et ne pas toujours tout mettre, enfin, pas mettre tous dans le même panier. C'est ce que je dis souvent. Donc là, si vous regardez mes vidéos en archive, vous le verrez. Ok, donc ça, retenez le nom Envion AG, très très intéressant ici. Crypto mining mobile. Maintenant, encore une autre vidéo. Maintenant, on va rentrer dans les fraudes. On va terminer avec les fraudes, vu qu'on n'a plus beaucoup d'articles ici, donc on va rentrer dans les fraudes. Et là, c'est Bloomberg et on parle du hack, donc le hacking. Vous voyez ici, au fur et à mesure, on voit le prix du Bitcoin qui monte. Qu'est-ce que l'on voit aussi qui est en train de monter? Hack. Il n'y a pas une semaine qui se passe, pas un jour se passe tant qu'on ne voit pas une tentative de hack. Donc, password, logging, aussi ça, un nouveau scam, une nouvelle fraude, beaucoup de choses qui sont passées. Donc, le hack, il est là. Donc, sachez-le, c'est très, très, très dangereux. Donc, vous, quand vous êtes là avec vos logins, ainsi de suite, soyez vraiment prudent. Ok, c'est pour ça que voilà, moi, je suis très prudent. Je fais en sorte de ne pas m'exposer. Il faut profiter de cette montée. Je ne dis pas qu'il ne faut pas y aller. Il y a des risques, on prend des risques. C'est en prenant des risques qu'on a des retours, mais ne prenez pas des risques innécessaires. N'allez pas au-delà des risques que vous ne pouvez pas vous tolérer de prendre. Ok, donc c'est ça. Donc, vous voyez, le hack, il est là. Donc là, la vidéo, vous l'aurez. Donc, je vous invite à la regarder. C'est très intéressant ce qu'ils disent. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a? On va rester dans les scams. Et qu'est-ce qu'il y avait comme scam? Scam de Confido. Il y avait un scam de quoi? Cette compagnie qui soi-disant a été montée, on a vu que quoi? Elle a fait une ICO. Et après la ICO, ben boum, 374 000 dollars fini, donc disparu, et c'était sur base de quoi? De Ethereum. Donc on parle un peu de ce exit scam, ils ont fait le typique pump and dump, donc venir là gonfler, dire oui on va faire ci, on va faire ça, on va faire ça, et ils voulaient lister quoi? Vous voyez que moi j'opère sur les CFDs, ils voulaient faire quoi? Une plateforme de trading basée sur les CFD, donc des dérivés sur, comment dirais-je, sur ce qui était... sur voilà, sur les cryptos, je ne sais pas lesquels exactement, mais bon voilà, la ICO était là et ils demandaient des Ethereum pour pouvoir l'avoir et dès qu'ils ont empoché cette somme, ben, ils ont disparu. Et vous voyez que ça avait commencé à 1,2 $ par token et après ben, voilà, ils ont disparu. Donc, et le fondateur, donc Monsieur Joost Van Dorn et d'autres personnes, ben, on ne les voit plus, on ne sait plus où ils sont, on ne sait pas ce qui se passe et on ne sait plus, ils ont disparu dans la nature. Donc voilà. Donc là, c'est l'explication papier, mais j'ai réussi à mettre la main sur la vidéo qui nous parle de ce qui s'est passé ici, Confido. Donc vous voyez exactement tout ce qui s'est passé. Donc vous avez et l'article et la vidéo, et comme ça va être bien, bien, bien mis. Et comme vous dit, personne n'arrive à trouver les fondateurs. Donc ils ont disparu complètement avec l'argent, comment dirais-je, des personnes. Vous voyez, ça c'est leur page web. Une fois que tout était fait, qu'ils ont pris l'argent, on ne les retrouvait plus nulle part. Plus de Facebook, plus de Twitter, plus de site internet, plus rien du tout. Tous les wallets à zéro vide. Donc voilà. Donc ouais, il faut faire très 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 attention. Faites super attention lorsque vous êtes en train de faire ce genre de choses. Et vous voyez que ça a commencé. Vous voyez qu'ils étaient listés, ils sont passés par Token Notes plutôt, et de Token Notes, ils sont passés par là. Ouais, non, je m'excuse. Le fondateur c'était Jimmy Wales et la personne qui était à Token Notes qui leur a permis de faire le ICO, c'était le monsieur dont j'avais cité le nom avant. Et cette personne-là, ben voilà, a été contactée, dit ben ouais, apparemment tout avait l'air en règle et en ordre chez nous, mais après, du jour au lendemain, plus rien. Donc voilà, la fraude et les genres de choses qui arrivent encore. Cette vidéo, vous l'aurez, vous allez pouvoir la voir aussi en complément avec l'article. Alors maintenant, qu'est-ce qui s'est passé dernièrement? Vous savez qu'on a eu le Bitcoin Gold il y a quelques temps. Et encore une fois, comme vous avez vu ce qui s'est passé avec le Bitcoin Cash, bah, qu'est-ce qu'on a eu aussi ici? Bitcoin Gold Wallet that stole private keys, coupé 3,3 millions. Donc 3,3 millions de dollars volés. Pourquoi? Des clés privées des utilisateurs. Donc vous voyez, très important. Il faut être super, 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 super prudent et faire attention à cela. Et qu'est-ce qui s'était passé ici? C'était quoi? Le scam, c'était quoi? C'était qu'il y avait une compagnie qui disait que si les clients venaient déposer leur argent là-bas,
Et les clients devaient aussi envoyer leurs clés privées afin d'une fois que le Bitcoin Gold soit réellement là, ben, qu'ils puissent récupérer leur Bitcoin Gold et le montant qu'ils avaient mis en Bitcoin Gold et directement que tout allait leur être remis. Mais on leur demandait d'envoyer ben, leur passe et ainsi de suite et tout ça. Donc vous voyez que tout avait l'air bien beau, tout était parfait, tout était bien. Mais comme on le dit bien, it's a trap, donc c'est un piège et ils se sont fait piéger. Et 3 millions de fonds qui avaient été levés, ben, tout est parti. Ouais, à partir d'une page. Donc, ouais, il faut faire très attention. Là, je vous dis vraiment pour vous faire très attention où vous achetez. Donc, il faut vraiment, franchement, c'est ça le mauvais côté du web. Les personnes aussi ne font pas assez de recherches. Oui, dans tout cet engouement de Bitcoin, on est très fort pris. On se dit, ah non, j'ai raté ci, j'ai raté ça. Bah, ça va être la prochaine occasion de voir un truc qui va rentrer à 8 000. Et voilà, on rentre à 200, 300, 400. Les gens mettent beaucoup d'argent et partent. Oui, un truc que, bon là, je vais donner un petit tip gratos, un conseil gratos. Un truc que la bourse m'a appris, que mes mentors m'ont appris, c'est la patience. Vous voyez, si quand vous êtes là, oui, si vous êtes à vélo, n'essayez pas de faire de la compétition avec une Porsche. Si le Bitcoin est une Porsche, une Ferrari, elle va aller très vite, elle va arriver plus vite que vous à la destination, mais vous, avec votre vélo, vous y arriverez aussi. Donc, lorsque vous voyez un actif, par exemple, vous aviez 1 000 $ ou 1 000 euros, et que vous voyez quelque chose qui a fait, qui est passé de 1 000 à 8 000 en 6 mois, bien sûr, tout le monde devrait mettre dessus. Moi, si je n'ai qu'un vélo, bah, imaginez-vous, j'ai une distance de 5 km, bah, le mec en Porsche va aller faire rapidement. Moi, je vais prendre un peu plus de temps, mais je vais arriver aussi à faire les 5 km. Sauf que je ne vais pas arriver comme lui dans l'instant. Moi, je prendrai un peu plus de temps pour les faire. Ok? Tout simplement, c'est ça. Mais je vais y arriver. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Que moi, j'ai commencé avec 1000, j'arriverai aussi à générer 8000, mais peut-être pas aussi rapidement que celui qui est parti avec sa Ferrari. Donc, j'arriverai à faire mes 1000. J'arriverai à 8000, pas aussi rapidement que le Bitcoin, mais j'arriverai tranquillement. Donc, c'est ça la chose. Donc, ça, c'est un truc que ça m'a appris. Pourquoi? Parce qu'il il y a plein d'opportunités. Aujourd'hui, c'est le Bitcoin, demain, il y aura un autre truc. Demain, ça peut être IOTA, ça peut être le Ripple, ça peut être Neneo, ça peut être, voilà, on a déjà vu Bitcoin Cash ce que ça a donné. Donc, ouais, c'est ça le problème, c'est qu'après, bon, voilà, on court après tout. Et il y a des gens qui sont bien malins, qui sont là, qui attendent, et ils jouent sur quoi? Ben, sur la bonne foi, sur l'ignorance aussi, surtout des utilisateurs. Et ce genre de choses-là arrivent. Donc, soyez très prudents lorsque vous faites des choses. Bitcoin Gold, voilà, à peine lancé il y a quelques temps, maintenant officiellement lancé avec capitalisation de marché, comme on a vu dans la première partie, et voilà ce qui arrive. Ok, donc rappelez-vous que bientôt on aura le Bitcoin Diamond, donc on va encore entendre des histoires pareilles. Et maintenant on continue, on reste encore dans les fraudes. Et vous voyez, voilà, ça c'est par rapport à ça. Confirmation de cet article, Bitcoin Gold Wallet Scam, Seas Fraudster Steal, 3,2 milliards. Donc pardon, moi j'ai l'habitude de voir trop de milliards ici, 3,2 millions et le bon, 3,2, 3,3. La chose honnête, c'est que c'est comme une somme d'argent importante et l'argent est parti. Donc vous voyez la chose est là. Donc ici ils expliquent bien comment ça a été fait, ainsi de suite. Donc faites très attention. Donc on dit voilà que dans les 3,2 millions, il y avait au moins 107 000 en Bitcoin Gold, 72 000 en Litecoin et 30 000 en Ethereum et 3 millions en Bitcoin. Donc voilà, ils sont partis avec tout ça. Donc voilà. Ouais, comme on dit, et c'était quoi? À partir de MyBTG Wallet. Donc vous voyez, on crée des pages comme ça rapides. Ouais, tout ce qui est Bitcoin n'est pas forcément Bitcoin. Et voilà ce qui arrive. Donc soyez prudents. Et on va terminer avec quoi? Les paradis fiscaux. Et comme vous voyez, il y avait les Panama Papers, les LuxLeaks et ainsi de suite. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a que quoi? Des Paradise Papers ont dévoilé que les fondateurs de Bitfinex avaient déjà fondé le Tether en 2014. Rappelez-vous qu'il y a eu un hack avec le Tether, il y a eu un hack, un scam, une fraude, enfin, il y a tellement de choses qui se passent. Et maintenant, ben là encore, il y a des gros problèmes. Et qu'est-ce qui est en train de se parler? Ben, on voit ici que les fondateurs, on voit ici que les documents dévoilés ont donné des preuves que Giancarlo Devassini et Philippe Potter ont établi, donc avaient monté la compagnie Tether dans les îles Vierges britanniques en 2014. Et oui, le Tether, c'est quelque chose qui est en train de se fortement s'utiliser maintenant. Tether, ce serait quoi? Ce serait vrai que le ticker symbole du Tether, c'est USDT. Donc, c'est, entre parenthèses, donner une équivalence de 1 USDT, donc un Tether pour 1 $. Donc, ce serait remplacer le dollar. Donc, ce serait comme une espèce de dollar digital. Donc, rappelez-vous un peu le Fedcoin. Ben, ils ont essayé de le faire et c'est quelque chose qu'ils avaient déjà planifié de faire en 2014. Vous voyez qu'on est en 2017, donc vous voyez que c'est ça. Et donc, voilà. Et donc, oui, il y a eu un leak, encore une fois, des journalistes qui étaient là, du genre de Julian Assange, et ils ont montré que quoi, que dans ce paradis fiscal-là, il y avait des documents des compagnies offshore qui avaient quoi comme compagnie, qu'est-ce qu'il y avait?
Donc c'était encore quoi? Ben, des compagnies qui étaient enregistrées dans un paradis fiscal et des compagnies comme quoi on a retrouvé là-bas Facebook, Twitter, Apple, Disney, Uber, Nike, Walmart, McDonald's et des individus comme qui des hauts dignitaires du Kenya, donc des gens dans le gouvernement kényan, Libéria, Ukrainiens, Jordaniens, Nigériens, Lituaniens, Grecs, Brésiliens, Indonésiens, Ougandais et Kazakhstanais et bien sûr aussi je ne sais pas si je dis correctement, excusez-moi, Kazakhstanais ou Kazakhstan, bon, je pense que c'est Kazakhstanais, on va dire des personnes, des ressortissants du Kazakhstan, des citoyens du Kazakhstan, et qui encore ben, la reine Elisabeth II et Bono de YouTube. Donc voilà. Donc ouais, encore des scams, toujours des scams, et encore des scams, et ici là, et maintenant, et comme on dit, et il y avait encore pas mal de problèmes qui avaient été faits aussi, parce que eux aussi, quoi, pendant qu'ils étaient en train de faire ça, vous voyez que l'article va vous dire qu'ils avaient mis des Tether en circulation, et après ils ont retiré eux-mêmes 31 millions de Tether directement qui ont été enlevés de la circulation. Donc il y a beaucoup de choses très 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 louches qui s'étaient passées. Et donc voilà, donc vous voyez, toujours faire super attention, et c'est ça le truc. Donc vous voyez que par moment, ben faut bien rester avec les choses qui sont classiques, qui sont peut-être en news classiques, mais comme je vous dis encore une fois, c'est j'ai 1000, j'arriverai à 8000, peut-être pas aussi vite, moi je suis à vélo ou à trottinette ou même à pied, et les autres ils vont rapidement, mais ça se trouve, au prochain kilomètre, il s'est craché, je ne lui sais pas, mais au prochain kilomètre, il s'est craché, ou on lui a volé sa Ferrari ou sa Porsche, et ben voilà, c'est ce qui arrive ici. Et moi je marche à pied, j'ai l'air normal, moi aussi il peut m'arriver quelque chose, je peux me faire écraser ou je peux me faire voler, mais au moins voilà, j'ai confiance en mes pieds, j'ai confiance dans ce que je suis en train de faire et non aux promesses virtuelles ou de rêve ou que sais-je que l'on voit là. Vous voyez qu'il y a beaucoup de cas comme ça. Donc voilà, une recommandation, faites très 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 attention à ce que vous êtes en train d'opérer. Donc faites très attention. Je ne dis pas que ça n'arrive que dans les cryptos, mais les cryptos sont encore dans une phase embryonnaire. Rappelez-vous, c'est comme un enfant. Et un enfant, quand il est petit, il est très fragile. Et donc là, les cryptos, le blockchain, ils sont encore petits, c'est dans un stade embryonnaire, ils sont très très fragiles. Donc voilà, on peut venir et profiter. Et c'est ce qui se passe, ouais, qu'il y a des personnes mal intentionnées qui réussissent à faire cela. Donc chaque semaine, on aura toujours des cas de fraude. Vous allez voir, la semaine prochaine, au prochain crypto rapport, on en aura encore un autre, où le cas va s'aggraver. Ok, donc voilà, ça c'était la deuxième partie du crypto rapport. Merci à vous pour avoir ben, su me supporter, supporter et supporter ma voix jusqu'à la fin. C'est quand même été 2h15 d'émission. Donc la première heure est ici 1h15. Donc il y a beaucoup de choses à voir, mais je tiens vraiment à tout donner. Donc comme vous le savez bien, ici, même le net est fatigué de moi. Ben voilà. La première partie est déjà sur la page web. Directement en lien, vous allez avoir la deuxième partie. Et vous savez que demain dimanche, on fait le Bitcoin trading. Donc demain dimanche, nouveau Bitcoin trading, on va voir ce qui se passe. Lundi, Ethereum et Dash. Mardi, Litecoin et NIO. Mercredi, c'est Ripple et IOTA. Et jeudi, on fait le Zcash chez Monero. Et vendredi, bah, c'est ma journée à moi avec les clients ici en Espagne. Ok? Allez, un grand merci à vous. Une bonne fin de week-end. Et on se retrouve la semaine. Enfin, on se retrouve demain. Ok? Bah, pour ceux qui veulent et pour ceux qui n'aiment que les news, on se retrouve samedi prochain. Bonne fin de week-end. Bonne soirée. À demain. À la semaine prochaine. Ciao. Merci.